Fils unique, j'ai peu connu mon père et c'est ma mère qui m'a élevé. En réalité, ils n'étaient pas vraiment mes parents. J'étais né sur une autre planète. Mes vrais parents m'avaient expédié sur la Terre en fusée avant de périr dans un effroyable cataclysme dont j'étais l'unique survivant. Mes parents adoptifs étaient gentils avec moi, mais ils n'ont jamais fait la moindre allusion à ma véritable identité. Aussi leur ai-je laissé croire que j'ignorais la vérité. De même que j'ai toujours gardé le secret sur les super-pouvoirs que je possédais du fait de mon origine extraterrestre. Ces dons prodigieux qui auraient pu faire de moi le maître du monde, je n'ai jamais voulu les utiliser, même dans les circonstances les plus périlleuses. Je fis ma première fugue à 7 ans et demi passés. Je quittais le domicile maternel après avoir entassé dans une valise mes biens les plus précieux, c'est-à-dire mes collections de Mickey, Hopla, Robinson et Aventure. De quoi pouvoir tenir quelque temps sur une île déserte. L'île à la mesure de mes rêves avait les dimensions d'un continent. C'était l'Afrique, sauvage et mystérieuse, où je fus recueilli par le seigneur de la jungle. Moi, Tarzan. Toi, Boy. C'est dans la jungle, parmi les grands singes et les pygmées bandards que j'ai vécu les plus belles années de mon enfance. J'ai connu l'ombre qui marche, le fantôme du Bengale, et j'ai prêté serment sur le crâne de mon ancêtre. Je jure de consacrer mon existence à lutter contre le crime et la piraterie. Parfois, quand mes activités africaines m'en laissaient le loisir, je m'embarquais pour la planète Mongo, rejoindre Guy l'Éclair et combattre à ses côtés le cruel empereur Ming. Mais en réalité, ce qui m'attirait sur Mongo, c'était Camille. C'est en voyant danser Camille, au cours d'une petite fête improvisée par les partisans de Guy, que j'ai connu mes premiers émois. Sa jupe virevoltante autour de ses jambes admirablement galbées fit chavirer mon cœur. Dès lors, chaque fois qu'elle était en danger, je m'ingéniais à devancer son fiancé pour plonger à son secours. Ah, Camille chérie, parlez-moi, dites quelque chose. Ah, grâce au ciel, elle ouvre les yeux, elle revient, elle. Mais Camille n'avait Dieu que pour Guy, et lui, pour être franc, je dois avouer que j'étais également amoureux de la fiancée du fantôme, Diana Palmer. Quand je serai grand, j'aurai une fiancée aussi belle que vous, Miss Palmer. Ah, vraiment ? Mais un jour, d'étranges nouvelles venant d'Europe pénétrèrent jusqu'au cœur de la jungle. On y parlait de couloirs de Danzig, de mobilisation générale. On y parlait aussi d'un personnage nommé Hitler, plus cruel et plus dangereux que l'empereur Ming de la planète Mongo. Alors le soleil s'obscurcit, la jungle s'estompa autour de moi et mes amis disparurent. Durant de longues années, je ne devais plus les revoir. Mongo était devenu inaccessible et jamais l'Afrique n'avait été aussi lointaine. Sans doute était-ce moi qui avais changé. J'avais fait mon entrée dans le monde des adultes. Un monde dur et implacable. Une autre jungle où il faut trimer pour vivre. C'est alors que je devins Jacques Loeb, scénariste de bande dessinée.
Un scénariste, déjà, sur un plan général, c'est quelqu'un qui invente et qui raconte des histoires. Bon. C'est aussi quelqu'un qui donne de la matière première sur laquelle les autres vont travailler. Mais disons qu'un scénariste de bande dessinée va plus loin, parce qu'il est aussi dialoguiste. Alors c'est-à-dire qu'une certaine façon, il participe quand même davantage à la création, j'allais dire, de l'œuvre. Oui, pourquoi pas, à la création de l'œuvre, puisque à part lui, il n'y a que le dessinateur. Et quand je disais dialoguiste, alors il y a une chose peut-être quand même qu'il faut préciser, et moi qui m'étonne d'ailleurs toujours, c'est de voir encore le nombre de gens qui sont persuadés que le scénariste arrive après que le dessinateur ait fait ses dessins, qu'il ait dessiné des bulles blanches, et puis voilà, elles sont vides, et le scénariste vient avec son crayon, là, sa plume, etc. Il remplit les ballons. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe, puisque le scénariste, seul ou avec l'aide parfois du dessinateur, va bâtir une histoire, et puis il va faire les dialogues, c'est-à-dire qu'il doit prévoir à l'avance tout ce qui se passe quand même dans l'image. C'est à ça que servent les descriptions, justement, pour le dessinateur. Il doit parfois même prévoir l'angle de vision, le nombre d'images dans la page. Enfin, ça, on agit différemment sur un plan technique, ça dépend du dessinateur avec lequel on travaille. Mais les textes sont faits avant, les dialogues sont écrits avant, tout est prévu. C'est comme au cinéma. Au cinéma, on ne va pas rajouter les dialogues des personnages une fois que le film a été tourné. Monsieur Jacques Loeb, comment devient-on... Ah, excusez-moi. Allô? Marcel, oui, salut, ça va? C'est Gottlieb. Oui, tu as reçu la page là pour Super Dupont, oui. Oui, bah pour le dialogue là, oui, tu remanies ce que tu veux là, oui. Dis donc, tu m'excuses parce que là je suis pas tout seul, je suis avec une journaliste, charmante d'ailleurs, qui est venue pour m'interviewer. Et oui, tu me rappelles tout à l'heure? D'accord, oui, à tout à l'heure. Salut. Bon, alors, vous disiez donc... Oui, je disais donc, comment devient-on scénariste de bande dessinée? On devient scénariste par accident. Par accident ou par concours de circonstances, mais je suis sûr qu'on ne se dit pas un jour je serai scénariste, comme on peut se dire un jour je serai dessinateur ou je serai écrivain. Et en tout cas, c'est ce qui s'est produit pour moi en ce qui me concerne. Je ne me suis jamais dit je voudrais être scénariste. Non, je voulais être dessinateur. Alors, j'ai fait ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est-à-dire que j'avais fait des dessins. J'ai mis les planches dans un carton et puis j'ai commencé à faire la tournée des éditeurs. Oui, c'est pas mal, mais enfin, c'est pas tellement notre truc. Hein. Non, ça, je peux pas vous le prendre. Ah ça, il y a du texte. Remarquez, je ne l'ai pas lu parce qu'il y en a vraiment trop, mais il y a du texte. Il y a des moments où il n'y a même pas la place pour les dessins. Donc, décidément, mon vieux, non. Je suis désolé. Au revoir. Au revoir, merci. C'est encore assez peu professionnel. Hein. Vous avez un dessin qui doit encore s'améliorer considérablement avant de pouvoir être publié. Encore un tas de défauts que commettent certains débutants. Par contre, l'histoire me paraît intéressante. Et j'ai peut-être une solution à vous proposer. Si vous voulez, je suis tout prêt à tenter l'expérience. Je la fais dessiner par quelqu'un d'autre et nous marchons comme ça. Oui, j'avais pas pensé, mais effectivement, oui, ça peut... oui. Bon, merci. Eh bien voilà, on fait comme ça. On va apporter du texte. Merci. Ah, bonjour Annick, comment allez-vous? Bonjour Jean-Michel, Ça va vous-même. Je vous apporte mes planches. Des choses intéressantes? Je l'espère. Voilà. Merci. Ça me paraît excellent. Hein? Ça me paraît excellent.
mal. Pas mal. Ça me fait plaisir de vous rencontrer parce que j'aime bien ce que vous faites. Vous savez, je connais un peu votre travail. Et c'est bien. Hein. Je ne sais pas si vous êtes libre, si vous avez un moment de libre. On pourrait peut-être venir chez moi, je vous montrerai mes scénarios. Je ne dois pas être la première dessinatrice à laquelle vous dites ça. D'ailleurs, je ne suis pas celle que vous croyez. Ah ben, c'est-à-dire que c'est un peu différent avec chaque dessinateur, mais c'est vrai que j'ai parlé avec d'autres dessinateurs. Vous savez, un scénariste, ça doit un peu séduire les dessinateurs. Ça fait partie de son travail. Ceci dit, la séduction n'est pas tout, parce que pour séduire un dessinateur, justement, eh bien, il faut lui présenter quelque chose qui lui plaise et qui l'intéresse. Alors, mon travail consiste d'abord à chercher des idées. C'est un travail d'imagination, de concentration et de visualisation, parce que les idées que je trouve, il faut que je les voie en images dans ma tête. Et ces images, il faut que je les transmette au dessinateur. Ça fait longtemps que tu attends, toi? Ça fait bien 3 semaines. Ça commence à faire longuet. Alors pour les transmettre, bon, bien sûr, il y a certainement plusieurs procédés. On peut faire un brouillon de la page, faire des petits croquis pour chaque image. Ça m'arrive quelquefois, mais vraiment, plus généralement, je préfère taper à la machine. Bon, je tape. Pourquoi je préfère taper à la machine? Parce que j'ai l'impression qu'en lisant les descriptions, le dessinateur n'est pas un simple exécutant, il se sent peut-être moins obligé de se conformer à la lettre, à ce qui est crevardé. Et toi, ça s'est bien passé la dernière fois? Moi, ça se passe bien à chaque fois. Il n'y a pas de problème. Alors, ces descriptions, moi, je les tape en rouge, et les textes, les dialogues qui doivent s'inscrire dans les ballons, ça, je les tape en noir. Alors voilà, donc c'est tout un travail, tout cela. C'est un accouchement. Monsieur Pichard? Elle s'appelle Blanche Épiphanie. C'est une orpheline. Ah, je ne pas. Oh, mais c'est tout de même un beau point de fille. Montre-nous voir. Montre-nous cette chose merveilleuse. Ah, oui, évidemment. Blanche Épiphanie. Et le titre de l'épisode, L'enfant du chaos. Page 58, 7 images. Je donne toujours le nombre d'images par page. Image numéro 1, alors, les dialogues. Zéna. Allons, ne faites pas cette tête-là. Vous me rembourserez cet argent plus tard, sur votre trésor de guerre. L'image numéro 2, description, toujours en rouge. Image axée uniquement, maintenant, sur Défendard et Zéna qui conversent toujours en marchant. Ils sont vus de plus près. Dialogue, en noir. Défendard, mon trésor de guerre. Zéna, oui, l'argent que vous a laissé Black Rider pour que vous puissiez regagner votre pays avec Blanche. Monsieur Gigi? Oui. Monsieur Gigi? Oh, écoutez, le vôtre, il est vraiment adorable. Regardez ça, la pleine poil partout. C'est un petit être venu d'ailleurs. Regardez-moi ça. Oh, merci. Mais formidable. Monsieur Rochette, maintenant. Pauvre monsieur, il faut que je vous prévienne, c'est pas un enfant comme les autres. Ah bon? Non, c'est un train. Un transpersonnage en plus. Un train, un transpersonnage. Mais c'est pas foulé, tu vas pas faire une mobilette. Monsieur Drouillet? Je t'avoue, c'est carrément monstrueux. C'est une fille. Une planète. Delirius. Tenez. Une planète. Pour moi tout seul. Une planète. Merci, Papalope. Merci. Merci, Papalope. Mademoiselle, pour moi, il n'y a rien. Attendez, je vais voir où ça en est.
inquiétez pas, ça se présente bien. C'est pas toujours facile, vous savez. Enfin, il pourrait se dépêcher un peu. Oui, je vais chercher un café. L'association scénariste-dessinateur, c'est une sorte de mariage. C'est la formation d'un couple, en fait. C'est-à-dire que, d'une part, il y a le scénariste, d'autre part le dessinateur. Donc deux personnes qui... Merci mon petit. Donc deux personnes qui vont s'associer pour travailler ensemble. Alors ça a été mon cas avec beaucoup de dessinateurs. Ça a été mon cas avec Philippe Drouillet, pour qui j'ai fait le scénario de Delirius. Et c'est un mariage dont j'ai gardé un bon souvenir d'ailleurs. Ça a été une expérience extrêmement intéressante avec lui parce que d'une part, bon, j'ai dû tenir compte de son univers parce que c'est lui qui avait créé le personnage principal et en même temps je devais apporter mes idées et faire vivre à ma façon son personnage. Alors Pichard, c'est le dessinateur avec lequel je travaille depuis longtemps et nous avons vraiment fait un bon bout de chemin ensemble, un long bout de chemin. On a commencé à l'époque de Chouchou, c'est Forest qui nous avait présenté. On a commencé avec Ténébrax et puis ensuite avec Submerman qui était passé dans Pilote. Alors ça, c'était des bandes qui s'adressaient aux enfants. Puis après, la bande dessinée a évolué et s'est adressée plus particulièrement souvent aux adultes. Alors c'est là que nous avons créé Blanche Épiphanie pour V Magazine d'abord, ensuite c'est passé dans France Soir. Et puis nous avons travaillé aussi sur Ulysse. Nous avons fait une adaptation de l'Odyssée d'Homère en favorisant là alors le côté science-fiction et puis le côté érotique. Bon. Une expérience intéressante également, c'est celle que j'ai faite avec Robert Gigi pour le dossier des ovnis, des soucoupes volantes. Parce que là, c'était un petit peu particulier. En fait, c'est une forme de journalisme en bande dessinée qu'on a réalisé. Parce que, contrairement à ce que je fais d'habitude, là, ce ne sont pas des histoires que j'ai inventées, mais on a mis en images, sous forme de séquences, avec dialogue, etc., des faits racontée par des témoins. Une autre expérience intéressante et passionnante, c'est celle que j'ai faite avec Jean-Marc Rochette pour le transpersonnage. Je cherchais depuis pas mal de temps un dessinateur pour réaliser cette histoire. Une histoire pas facile parce qu'elle se passe en lieu clos, dans un train, et ça représente quand même certaines contraintes pour le dessinateur. Un jour, Gottlieb et moi, on a eu la même idée, chacun de notre côté, l'idée d'un personnage, d'un super-héros à la française, humoristique, avec tous les défauts d'un super français moyen. Et c'est Gottlieb, Marcel Gottlieb, qui a dessiné le premier épisode. Et puis ensuite vient la période où Gottlieb a créé Fluide Glacial. Alors nous avons fait appel à un autre dessinateur qui était Alexis. Maintenant, nous travaillons à 3 sur Super Dupont, c'est-à-dire 2 scénaristes, Marcel Gottlieb et moi, et puis le dessinateur Jean Solé qui a repris le flambeau après la mort d'Alexis. Bon, alors ça, c'est les manches bitume que j'ai fait avec José Bielsa. Alors, un autre exemple aussi du scénariste essayant de s'adapter un peu à l'univers du dessinateur, c'est avec Omf pour Mandrika. Alors, depuis quelque temps, j'ai commencé pour Okapi une série avec un jeune et talentueux dessinateur, Dan. J'ai eu d'autres activités aussi tournant autour de la bande dessinée. Je me suis occupé d'une exposition dans le cadre du Salon d'Angoulême, c'était en 85. Pour le compte de la Caisse d'épargne Écureuil, et c'était une exposition qui s'appelait Graines de Pro. Alors ça, c'est Baudouin, dont j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup le dessin, c'est pour ça que je travaille avec lui. Et nous avons commencé une nouvelle histoire qui paraît dans À suivre, Carla, les aventures d'une femme taxi de nuit.
Alors un autre dessinateur très attachant et avec lequel j'ai vraiment énormément de plaisir à travailler, c'est Jacques Lhomme, qui a dessiné pour moi, tour à tour et successivement, Roger Fringant, L'Homme au landau et puis Batmax. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler avec des dessinateurs différents. Ça a apporté... Oui ? C'est prêt, on mange. Eh ben j'y vais. Je te rejoins dans 2 minutes. C'est quoi ça? Des histoires. À tout de suite. À tout de suite. Dis Jacques, tu peux conduire Léonie au solfège mercredi? Comment? J'ai pas fait attention là. Oui, tu fais pas attention. Est-ce que tu peux conduire cette charmante petite au solfège mercredi? Mercredi, oui. Où ça? Au solfège, parce que moi j'ai une réunion au lycée très importante et vraiment il faudrait que j'y aille ce soir, donc ça serait bien si tu peux y aller. Bien sûr, mais ce qu'il y a, je peux pas le dire maintenant. Est-ce que tu pourras me le dire? Allez, Vous êtes la femme de l'artiste, quelle est l'influence de son métier sur votre vie privée? c'est une influence totale. Son métier envahit notre vie, du matin au soir. Alors, le matin, ça commence, il est à peine levé, il réfléchit, il se gratte la tête, hop, le planning. Alors tout ce qu'il a à faire, bon je connais par cœur tout ce qu'il doit faire, et puis on vit au rythme de ses histoires. Alors tantôt c'est au rythme d'un train, il faut aller prendre le transsibérien pour savoir ce qui se passe dans les trains. Tantôt il faut que je m'amuse à porter des landaux dans l'escalier pour savoir si c'est pas trop lourd. Tantôt il faut réfléchir comment on peut aller dans la lune. Enfin la vie de BD est là quoi. Alors moi je suis un peu le regard extérieur, je dois être critique mais pas trop parce que s'il n'aime pas, je les critique un peu parce que si je critique pas, il n'aime pas non plus. Et puis c'est sans arrêt, enfin, j'ai l'impression de vivre avec des fonds d'art, avec Blanche, avec Super Dupont, avec Léa, avec le Molando bien entendu, et en permanence. C'est un petit peu tout le temps son univers qui est là. Et moi j'ai du mal à caser mon univers là-dedans. C'est toujours le ciel du demi. Mais bon, ça a des côtés très agréables, ça me permet de voyager un petit peu. Le landau. Ah, pardon, le landau, ça vraiment on n'a pas encore parlé de landau. Maître, est-ce que vous écrivez à la plume ou à la machine? Voilà, les entrées. Installez-vous, prenez place. Voilà. Eh bien, cher monsieur, d'abord je vous remercie d'avoir posé cette question, très pertinente je crois. Pour le corps de l'histoire, pour le travail définitif, il est évident que j'utilise une machine à écrire. Mais la machine à écrire n'est pas l'outil principal. L'outil principal, le plus important, c'est, pour un scénariste de bande dessinée en tout cas, c'est son cerveau. Je vais vous montrer. Voici, vous avez là un cerveau de... Voilà. Pardon. Un cerveau d'homme normal. Enfin, d'homme courant, quoi. D'homme de la rue, comme on dit, généralement. Voilà. Et ici, vous avez un cerveau de scénariste de bande dessinée. Vous voyez tout de suite la différence. En ce qui concerne le cerveau de scénariste de bande dessinée, la première différence qu'on peut constater, d'abord, ce sont les circonvolutions. Admirez la beauté de ces circonvolutions qui dénotent une aptitude, enfin, vous voyez certaines arabesques là qui sont assez jolies, qui dénotent une certaine aptitude aux choses artistiques. Vous voyez voilà. Bon, ensuite vous remarquerez le volume. Vous remarquerez que le cerveau de scénariste est beaucoup plus important que celui d'un homme ordinaire. Il est très développé donc, mais il est développé harmonieusement. Autre chose aussi, j'en ai pas sous la main, mais nous avons aussi des électroencéphalogrammes de scénaristes de bande dessinée en action qui sont très très beaux et très décoratifs. Voilà, ben, j'espère écouter avoir répondu à vos questions et voilà. Très bien, maître, merci. Ces conseils éclairés vont me permettre de suivre vos pas sans problème. Eh bien écoutez, je vous le souhaite, jeune homme. Merci. Merci. Tenez la porte par là. Jacques Loeb, est-ce que pour vous la bande dessinée est un tremplin ou un but?
Pour moi, la bande dessinée restera toujours un moyen d'expression privilégié. Même si je m'intéresse à d'autres domaines, même si je travaille pour le cinéma, si j'écris des nouvelles, bon, tout ça, ça m'intéresse beaucoup, c'est très bien. Mais la bande dessinée, c'est un peu différent et c'est un moyen d'expression privilégié à cause du plaisir que ça me donne, parce que j'éprouve toujours beaucoup de plaisir à faire des petites bandes dessinées comme ça. C'est pas péjoratif quand je dis petites bandes dessinées, mais c'est ces histoires comme ça en images qui se suivent. Et puis alors sur un plan sentimental aussi, c'est privilégié, parce que, sur un plan sentimental, parce que c'est lié aux rêves, et puis à mes rêves d'enfance, c'est lié à l'enfance. Parce que fils unique, j'ai peu connu mon père, et puis c'est ma mère qui m'a élevé. En réalité, ils n'étaient pas vraiment mes parents, j'étais né sur une autre planète. Mes vrais parents m'avaient expédié sur la Terre en fusée avant de périr dans un effroyable cataclysme dont j'étais l'unique survivant.